Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va corriger la première série des modèles de l'électricité, en particulier l'électrostatique. Donc on commence tout d'abord par le premier exercice. Alors on considère un repère orthonormé OX, Y, Z, topaz et GK. Les trois vecteurs sont nommés V1 est égal à 3 et moins 4G plus 4K plus V plus 4K, V2 C2 et plus 3G moins 4K et V3 C5 et moins G plus 3K. Donc la première question, on vous demande de calculer le modèle de V1, V2, V3. Deuxièmement, calculer les composantes et les modèles des vecteurs A qui est égal à V1 plus V2 plus V3 et B de V1 moins V2 plus 3. Alors déterminer le vecteur unitaire U porté par le vecteur C qui est égal à V1 plus V3. Quatrièmement, calculer le produit scalaire V1, V3 et déduire l'angle formé par les deux vecteurs. Et dernièrement, calculer le produit vectoriel V2, V3. Alors, premièrement, on demande de calculer le modèle de V1, V2, V3. Il suffit d'utiliser la relation. Il y a une expression de comment on va calculer le modèle d'un vecteur. Bon, voilà, le modèle de V1 est égal à V1 est égal. Alors 3 au carré plus moins 4 au carré plus 4 au carré. Voilà 3 au carré plus moins 4 au carré plus 4 au carré. Donc 3 au carré ça nous donne 9. Moins 4 au carré ça nous donne 16. Et 4 au carré ça nous donne 16. Ce qui nous donne donc 16 plus 16. 32 plus 9 ça nous donne la racine de 41. De même pour V2, nous avons la racine de 2 au carré plus 3 au carré plus moins 4 au carré. Alors 2 au carré ça nous donne 4, 3 au carré ça nous donne 9 et plus moins 4 au carré ça nous donne 16. Ce qui nous donne, voilà ici, la racine de 29. Alors ici, pour V3, nous avons la racine de 5 au carré plus moins 1 au carré plus 3 au carré. Donc 25 plus 1 plus 9. Donc 25 plus 10, ça nous donne 25 plus 10, ça nous donne la racine de 35. Voilà. Donc maintenant, on passe à la deuxième question. Calculer les composantes et les modules des vecteurs A, V1 plus V2 plus V3 et B de V1 moins V2 plus V3. Donc ici, bien sûr, concernant le module, on applique la même relation que nous avons établie tout à l'heure. Donc on commence tout d'abord par calculer les composantes des vecteurs A est égal à 1. V1 plus V2 plus V3. Donc V1 plus V2 plus V3. Donc je peux calculer donc V1 plus V2. Donc nous avons 3. Bien sûr, les composantes selon I. Nous avons 3 plus 2 plus 5. Voilà, 3 plus 2 plus 5 selon I. Selon G, nous avons moins 4 plus 3 moins 1, moins 4 plus 3 moins 1 selon G. Et bien sûr, finalement, il nous reste K moins 4, ou bien 4 moins 4 plus 3. 4 moins 4 plus 3, 4. Donc, bien sûr, le vecteur A, alors 3 plus 2 plus 5, ça nous donne 10, 10i, moins 4 plus 3 moins 1, ça nous donne moins 2g, et bien sûr, ici, non, il nous reste 3K. Concernant le module, il suffit de considérer la racine carrée de 10 au carré plus moins 2 au carré plus 3 au carré et faire le calcul. Alors concernant B, nous avons 2V1 moins V2 plus V3. Donc 2V1 moins V2 plus V3. Attention, il faut multiplier V1 par 2. Donc nous avons ici, tout d'abord on va calculer les composantes selon I. Alors nous avons ici 3 fois 2, ça nous donne 6. Et attention, nous avons ici moins. Donc moins 2 plus 5. Donc 6 moins 2 plus 5 selon I. Concernant G, nous avons moins 8 parce que nous avons 2V1, moins 8, moins 3. Moins 8 ici, ici moins 3 et ici moins 1. Donc voilà, selon G. Et finalement, il nous reste 8 moins plus 4, attention, parce que nous avons ici moins avec moins plus, donc 8 plus 4 plus 3. Et finalement, B est égal. Ici, nous avons 9i, ici, moins 2j, et ici, plus 15k. Bien sûr, pour calculer le modèle, il suffit de faire la racine carré de 9 au carré, plus moins de 12, le 2 au carré, plus 15 au carré, et faire les calculs. La troisième question,
nous avons déterminé le vecteur unitaire U porté par le vecteur C qui est égal à V1 plus V3. Donc par définition, le vecteur unitaire U est donné par cette relation. La racine, ou bien normalement, c'est le vecteur C sur le module de C. Alors bien sûr, C, donc nous avons V1 plus V3. Donc il suffit V1 plus V3. Ça nous donne 3 plus 5, ça nous donne 8, alors 8i, moins 4G, moins G, ça nous donne moins 5G, et bien sûr, 4K plus 3K, ça nous donne 7K. Donc voilà, et ici on va calculer le module de ce vecteur-là. Ça nous donne 8 au carré, plus moins 5 au carré, ça nous donne 5 au carré, plus 7 au carré. Donc la racine de, ici la racine de cette quantité-là, la racine de cette quantité-là, ça nous donne la racine de 138. Pourquoi? Parce que nous avons ici 64, ici 25, ici 49. Donc voilà le vecteur, l'expression du vecteur unitaire C. Donc U est égal à 1 sur la racine de 138 fois 8i moins 5g plus 7k. Alors, quatrièmement, calculer le produit scalaire V1, V3. Donc V1, V3. Alors attention, moi j'ai calculé V1, V2. Donc c'est la même chose. Donc c'est à peu près la même chose. Donc V1, V3. Donc, bien sûr, on suit juste les étapes de calcul. Alors V1, V3. Donc concernant V1, nous avons 3 moins 4, 4. Et V2, nous avons 2, 3 et moins 4. Donc directement, donc ça nous donne 3 fois 2, 6, moins 12 et moins 16. Donc est égal à moins 22. Alors toujours, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un scalaire. Donc, voilà. Alors comment faire pour déterminer l'angle entre les deux vecteurs? Alors nous avons V1, V2, je répète, ici nous avons V1, V3. Alors moi, j'ai fait V1, V2. Donc V1, V2 est égal, la racine est égale V1 fois V2 fois cosinus l'angle V1, V2. Ce qui nous donne que le cosinus est égal, bien sûr, V1, V2 sur le modèle de V1, V2. Donc V1, V2, nous avons déjà calculé, nous avons trouvé moins 22. Alors concernant le modèle de V1, V2, nous avons trouvé la racine de 41 fois la racine de 29. Et finalement, on trouve que alpha est égal à peu près de 50,35. Dernière question de cet exercice, on vous demande de calculer le produit vectoriel V2, produit vectoriel V3. V2, je m'excuse, moi j'ai calculé V1, V3. Je pense que j'ai pensé que V1 ici. Donc V1 produit vectoriel V3. Donc tout d'abord nous avons concernant le modèle, les composantes de V1, nous avons 3 moins 4, 4. Et produit vectoriel de V2 de V3. V3 est égal à 5 moins 1, 3. 5 moins 1, 3. Donc comment on calcule ce produit vectoriel? Donc voilà, tout d'abord on va éliminer cette ligne-là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Moins 4, moins 1, 4, 3. Deuxièmement, on élimine cette ligne-là. Mais attention, toujours il faut rajouter le signe moins. Qu'est-ce qu'il nous reste? 3, 5, 4, 3. Et finalement, on élimine la dernière ligne. Qu'est-ce qu'il nous reste? 3, 5, moins 4, moins 1. Et on calcule le déterminant. Alors nous avons ici moins 4 fois 3, ça nous donne moins 12, moins avec le moins plus. Donc ça nous donne plus 4, ça nous donne moins 8i. De même, ici, attention, toujours nous avons le signe moins. Donc 9 fois 3 fois 3, ça nous donne 9, moins 20, ça nous donne moins 11. Avec ce moins, devient plus 11g. Et dernièrement, nous avons 3 fois moins 1, ça nous donne moins 3. Ici, moins avec le moins, ça nous donne 4 plus 5, qui est égal à 20 pour moins 3, ça nous donne 17K. Voilà donc l'expression finale de V1, V3. Mais attention, ici nous avons V2, V3. Donc, j'ai pensé ici que V1. Maintenant, on va continuer, ou bien on va commencer l'exercice numéro 2. Alors, je vais lire tout d'abord les questions, sachant qu'il existe des questions que j'ai déjà traitées dans des vidéos précédentes.
Alors, nous avons l'exercice 1, ou bien l'exercice 2, la question 1. Exprimer le déplacement élémentaire D2OM en coordonnées cylindriques et exprimer les éléments de surface latérale et volume élémentaire. Donc, voilà en ce qui concerne le système de coordonnées cylindriques. Alors, toujours le système de coordonnées cylindriques. Les coordonnées d'un système cylindrique sont ρ, phi, z ou bien. D'autre part, on peut trouver d'autres notations, par exemple θ, par exemple r, θ, z, tel que ρ toujours supérieur ou égal à 0, et phi bien sûr compris entre 0 et 2π. Donc voilà le système de coordonnées cylindrique. Voilà la base tout d'abord, la base cartésienne x, y, z, et voilà la base, ou bien voilà les paramètres tout d'abord, ρ, phi et z. Voilà ρ, c'est la distance OP. Voilà ρ, voilà l'angle phi, l'angle entre x et ρ, et bien sûr, nous avons ici l'axe z. Alors, de même, on définit la base d'un système cylindrique Oρ, OφI, EZ, qui est normalement forme une base orthonormée directe. Voilà. Donc voilà, Oρ, c'est le vecteur qui porte la direction OP. OZ, c'est le vecteur qui porte la direction OZ, et OφI, c'est le vecteur qui porte le déplacement de phi, la variation de phi. Alors, concernant la première question, exprimer le déplacement élémentaire D2OM. Alors, comment on fait pour calculer? Donc voilà, si on considère ici, voilà, toujours c'est la même représentation que tout à l'heure. Alors, pour écrire D2OM ou bien D2OA, c'est la même chose. Donc D2OM ou bien D2A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, toujours, on va projeter soit A là, ou bien M. Alors ici, GA. Dans l'énoncé, nous avons M, c'est la même chose. On va projeter soit A qui existe dans l'espace, dans le plan OXY, voilà OP. Par conséquent, donc OA devient normalement c'est OP plus PA. Alors, pour écrire le déplacement élémentaire dans le système de coordonnées cylindrique, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tout d'abord, on va commencer par une variation élémentaire d'O. Ici, nous avons ρ. Une variation élémentaire d'O, ça nous donne D de ρ. Et bien sûr, selon ρ. De même, une variation élémentaire selon Z, ça nous donne DZ, EZ. Et bien sûr, une variation élémentaire de phi, ça nous donne. Voilà par exemple phi initialement, donc devient par exemple ici, et ça qu'est-ce qu'elle nous donne? C'est OP, c'est ρ, D de phi. ρ, D de phi, et bien sûr selon un phi. Donc voilà comment déterminer l'expression de déplacement élémentaire en coordonnées cylindriques. Alors, concernant l'élément de volume en coordonnées cylindriques, toujours on effectue ces variations. Je répète. Alors, selon ρ, voilà ρ, on va effectuer une rotation et bien une variation élémentaire, ça nous donne ρ, voilà ρ. De la même, on va effectuer une variation élémentaire selon Z, ça nous donne dz, et bien sûr une variation élémentaire de phi, ça nous donne ρ d de phi. Donc ρ d de phi. Donc voilà l'expression finale d'un élément de volume en coordonnées cylindriques. Alors concernant les éléments de surface, en coordonnées cylindriques, de manière générale, on peut distinguer entre trois. Nous avons soit, on va prendre, voilà par exemple ici dz, ici d-ρ, ici ρ dv. Donc on va par exemple, je peux considérer d-ρ ρ dv qui est normalement une surface élémentaire perpendiculaire à EZ. De même, on peut considérer d-ρ dz qui est une surface élémentaire perpendiculaire à OφI. De même, je peux considérer ρ dv et dz qui est perpendiculaire à Oρ. Donc voilà comment déterminer les éléments de surface en coordonnées cylindriques. Alors, concernant la question, donc voilà les éléments de surface latérale. Alors, si on considère la surface latérale, donc la surface latérale d'un cylindre, donc la surface latérale d'un cylindre est caractérisée par un ρ bien sûr constant. Donc si nous avons ρ constant, donc voilà, donc directement d ρ, ça nous donne 0, et voilà donc l'expression de la surface latérale.
voilà l'expression d'une surface latérale dans le système de coordonnées cylindrique. Voilà, ça ne représente pas surface latérale, ça ne représente pas surface latérale. Voilà l'élément de surface qui représente l'élément de surface latérale. Pourquoi? Parce que pour la surface latérale d'un cylindre, toujours on considère que nous avons un rayon constant. Bien haut constant. On passe maintenant à la deuxième question. Calculer la surface latérale et le volume d'un cylindre de rayon 1 et de hauteur h. Donc, calculer la surface latérale. Et nous avons dit pour la surface latérale, ρ bien R, ça dépend de les notations, prendre des valeurs constantes. Donc voilà. Alors toujours pour une surface latérale, comme nous avons démontré tout à l'heure, qui est égale ds latéral est égal R dθ dz. C'est la même chose que nous avons effectué tout à l'heure. Donc voilà la surface ρ défi dz. Donc juste notation, nous avons dz, toujours on trouve dz, mais ρ, il y a des fois qu'on trouve R, et phi, il y a des fois qu'on trouve θ. Donc c'est la même chose. Donc voilà ici. Donc dz ds latéral est égal à R dθ dz, ce que nous donne pour trouver la surface latérale d'un cylindre. Il faut intégrer sur la surface latérale R dθ dz. Alors comme R pour la surface latérale c'est une constante, donc je vais considérer par exemple grand R. Alors concernant l'intégrale sur θ, toujours compris entre 0 et 2π, et l'intégrale de dz 0 jusqu'à h. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé nous avons de hauteur h. Toujours il faut intégrer entre 0 et h dz. Donc nous avons R, voilà l'intégrale de dθ, ça nous donne θ, varie entre 2π directement, ça nous donne 2π, et l'intégrale de z, ça nous donne 7, bien sûr, on va remplacer 7 par h. Donc voilà l'expression de la surface latérale dans le système de coordonnées cylindrique. Alors, concernant la troisième question, j'ai déjà traité dans une vidéo. Alors, maintenant, on va passer à la dernière question. Calculer la surface et le volume d'une sphère de centre O et de rayon R. Donc, on vous demande de calculer la surface et le volume d'une sphère. Alors, une remarque, pour le cylindre, nous avons trois surfaces. Surface latérale, surface de base extérieure, surface de base inférieure. Concernant le volume, nous avons une seule surface. Alors, quatrièmement, calculer la surface et le volume d'une sphère de centre O et de rayon R. Donc, pour la surface élémentaire, donc si nous avons un système de coordonnées sphériques, alors ds est égal. Donc, lorsqu'on parle sur la surface d'une sphère, c'est-à-dire R constant. Donc, nous avons R au carré, sinus de θ, dθ, dφ. Alors, S est égal R au carré, sinus de θ, dθ, dφ. Donc, puisque nous avons R, c'est une constante, donc voilà R au carré. Alors, sinus de θ, dθ, donc θ varie entre 0 et π, et φ varie entre 0 et 2π. Donc, nous avons R au carré. L'intégrale de dφ, ça nous donne φ. Et bien sûr, 2 varie entre 0 et 2π, ça nous donne 2π. L'intégrale de sinus θ, dθ, ça nous donne moins cosinus θ varie entre 0 et π, on trouve 2. Finalement, voilà l'expression de la surface d'une sphère, donc qui est égale à 4π r au carré. Alors, concernant l'élément du volume, donc dV est égal à R au carré, dr sinus θ, dθ, dV, ce qui nous donne que V est égal à l'intégrale de R au carré, d de R sinus θ, dθ, dV. Donc, toujours V varie entre 0 et grand R. L'intégrale de R au carré dr, ça nous donne R3, R3 sur R0 de π. Alors, dφ, l'intégrale de dφ directement, ça nous donne de π. Et l'intégrale de sinus θ, dθ, ça nous donne 2. Et voilà le volume d'une sphère, c'est 4 tiers PR3. Maintenant, on va attaquer le dernier exercice. Alors, nous avons 12 repères cartésiennes. Un point M, X, Y, Z est repéré par le rayon vecteur. R est égal à XI plus Y, J plus Z.
le module R est égal à OM est égal à la racine de x carré plus y carré plus z. Donc, premièrement, on va demander de calculer le gradient R, gradient 1 sur R, divergence de R, ici, divergence de R au carré de R sur R3. Alors, en coordonnées sphériques, soit f est une fonction de R θ phi est une fonction scalaire, montrer que gradient f est égal à d de f sur d de R ER plus d de f sur R d θ Eθ plus d de f sur R sin θ dφ. Alors, ici, alors on commence de calculer le gradient de R. Toujours nous avons, on calcule le gradient d'un scalaire. Alors, gradient R, donc par définition, le gradient c'est d sur dx et d sur dyj, d sur dz, k. Alors, bien sûr, donc pour calculer cette quantité-là, il suffit de calculer d en R sur d en x. Alors, c'est-à-dire il faut dériver R par rapport à x, c'est-à-dire x c'est variable. Et bien sûr, dans ce cas-là, y et z sont des valeurs constantes. Alors, d sur dx, on va remplacer R par cette quantité-là, x, la racine de x y au carré plus z. Donc, bien sûr, pour calculer cette dérivée, donc, je répète, x, c'est variable. Et bien sûr, a et y, z sont des valeurs constantes. Bien sûr, qu'est-ce qu'elle nous donne? Il nous donne la dérivée de x au carré, ça nous donne 2x sur 2 fois la racine de x carré plus y au carré plus z au carré. On va simplifier par 2. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Que d en R sur d en x est égal à x sur la racine de x carré plus y au carré plus z carré. De même, si on calcule d en R sur d en y, on trouve y sur la racine de x carré plus y au carré plus z. De la même manière, de d en R sur dz, ça nous donne z, la racine de x carré plus y au carré plus z. Donc voilà, si on calcule le gradient de R qui est égal à cette quantité-là, alors on va prendre comme facteur la racine de x carré plus y au carré plus z au carré. Finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? X, I plus YG plus ZK. Donc le gradient R, ça représente quoi? C'est le module du vecteur R. Donc c'est voilà, c'est ici le module de R. Et X, I plus YG plus ZK, ce n'est rien d'autre que R. Et bien sûr, R, le vecteur R sur le module, ça nous donne le vecteur unitaire UR. Donc voilà, le gradient de R, ça nous donne le rapport entre R et le vecteur R et le module de R qui est égal au vecteur unitaire UR. Alors maintenant, on va calculer le gradient de 1 sur R. Donc le gradient de 1 sur R ici, il faut prendre votre attention. Donc, par définition, c'est d rond 1 sur R sur d rond xi plus d rond sur 1 sur y, d rond yj plus d rond 1 sur R, d rond z sur d rond z. Alors concernant d rond 1 sur R sur d rond x, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est d rond 1 sur R sur dr fois dr sur dx. Pourquoi nous avons ici R? Parce que cette fonction nous dépend de R. Alors d rond R sur d rond 1 sur R par rapport au d rond ce n'est rien d'autre que la dérivée de 1 sur R par rapport à R. Donc ça nous donne directement moins 1 sur R au carré. Et dr sur dx, dr sur dx, nous avons démontré que qui est égal à x sur R. Donc x sur R, ce qui nous donne moins x sur R3. Alors la même chose pour d rond 1 sur R sur d rond y. On va dériver cette quantité-là par rapport à R fois d rond R sur d rond y. La dérivée de 1 sur R, ça nous donne moins 1 sur R au carré. D rond R sur d rond y, nous avons trouvé que y sur R et bien sûr le résultat moins y sur R3 de la même manière pour d rond 1 sur R par rapport à Z. Ce qui nous donne que le gradient de R est égal à moins x sur R3, moins y sur R3, moins Z sur R3. Donc on va prendre comme facteur moins 1 sur R3 et finalement nous avons x et plus yg plus zk qui est égal au vecteur R. Donc il est égal à moins R sur R3. Maintenant, on va calculer la divergence de R. Alors, toujours on dit nous avons gradient
d'une fonction scalaire, d'un scalaire. Par contre, lorsqu'on parle sur la divergence, c'est la divergence d'un vecteur. Alors, divergence de R, c'est toujours c'est nabla scalaire R, tout la même chose ici. Gradient R, c'est nabla scalaire R. Donc, est égal terrain de Rx sur terrain X plus terrain Ry sur terrain Y plus terrain R7 sur terrain Z. Et on va calculer. Alors, terrain X, terrain Rx sur terrain X. Donc voilà, terrain Rx sur terrain X, ça nous donne directement. Attention, ici on travaille avec un vecteur. Donc Rx, c'est X. Donc ce qui nous donne que terrain Rx sur terrain X, ça nous donne Tx sur Tx est égal à 1. De la même manière, terrain Ry sur Ty, voilà terrain Y. Et terrain Ry, nous avons Y. Donc ce qui nous donne 1. De la même chose pour terrain Rz sur terrain Z est égal à dz sur dz est égal à 1. Par conséquent, donc la divergence de R qui est égale à nabla scalaire A, dans ce cas-là, C est égal à 3. Maintenant, alors montrer que le gradient de f est égal à cette quantité-là. Donc, par définition, nous avons d de f est égal au gradient f scalaire dr, scalaire le vecteur déplacement. Alors, d'autre part, donc df r θ phi, puisque cette fonction-là dépend de r θ phi, ce n'est rien d'autre que terrain f sur terrain r dr, plus terrain f sur dθ plus terrain f sur dφ. D'autre part, le gradient de f, c'est gradient de r f ur plus gradient θ f uθ plus gradient phi f uφ, par définition. Alors, concernant dr est égal à dr, attention, ça n'a rien à voir avec ce dr et ce dr. Ça représente normalement un déplacement élémentaire. Alors, dr ur plus r dθ uθ plus r sin θ dφ uφ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier gradient de f scalaire dr. Donc, voilà, donc ça nous donne gradient r f dr, bien sûr ur scalaire ur, ça nous donne 1. De la même chose ici, uθ, ça nous donne 1. Qu'est-ce qu'il nous reste? Gradient f θ r dθ. Et de la même chose ici, gradient phi f fois r sinus de θ dφ, bien sûr, phi scalaire phi, ça nous donne 1. Et bien sûr, si on compare cette expression-là, gradient de f dr, bien sûr, avec cette expression-là, on trouve que terrain f sur terrain y, terrain f sur terrain r est égal à gradient rf. De la même chose ici, on peut déduire que terrain f sur terrain θ est égal à gradient de θ f fois r. Ici nous avons θ, et de la même chose, ici nous avons terrain f sur terrain phi, c'est gradient de phi f r sin θ. Bien sûr, on va simplifier par dφ. Donc voilà le gradient de f, c'est terrain f sur terrain r, son nom OR, plus 1 sur r terrain f sur dθ θ, plus 1 sur r sinus θ terrain f sur d terrain f, terrain phi, pardon, E phi.